Le comte de Monte Cristo, tome 2, partie 24 du livre audio, chapitre 54. La hausse et la baisse. Quelques jours après cette rencontre, Albert de Morcerf vint faire visite au comte de Monte Cristo dans sa maison des Champs-Élysées, qui avait déjà pris cette allure de palais que le comte, grâce à son immense fortune, donnait à ses habitations même les plus passagères. Il venait lui renouveler les remerciements de madame Danglars, que lui avait déjà apporté une lettre signée baronne Danglars, née Herminie de Servieux. Albert était accompagné de Lucien Debray, lequel joignit aux paroles de son ami quelques compliments qui n'étaient pas officiels, sans doute, mais dont, grâce à la finesse de son coup d'œil, le comte ne pouvait suspecter la source. Il lui sembla même que Lucien venait le voir, mû par un double sentiment de curiosité, et que la moitié de ce sentiment émanait de la rue de la Chaussée-d'Antin. En effet, il pouvait supposer, sans crainte de se tromper, que madame Danglars, ne pouvant connaître par ses propres yeux l'intérieur d'un homme qui donnait des chevaux de 30 000 francs et qui allait à l'opéra avec une esclave grecque portant 1 million de diamants, avait chargé les yeux par lesquels elle avait l'habitude de voir de lui donner des renseignements sur cet intérieur. Mais le comte ne parut pas soupçonner la moindre corrélation entre la visite de Lucien et la curiosité de la baronne. « Vous êtes en rapport presque continuel avec le baron Danglars ?» demanda-t-il à Albert de Morcerf. « Mais oui, monsieur le comte, vous savez ce que je vous ai dit. »« Cela tient donc toujours ?»« Plus que jamais, dit Lucien, c'est une affaire arrangée. » Et Lucien, jugeant sans doute que ce mot mêlé à la conversation lui donnait le droit d'y demeurer étranger, plaça son lorgnon d'écaille dans son œil et, mordant la pomme d'or de sa badine, se mit à faire le tour de la chambre en examinant les armes et les tableaux. « Ah, dit Monte Cristo, mais, à vous entendre, je n'avais pas cru à une si prompte solution. Que voulez-vous ? Les choses marchent sans qu'on s'en doute. Pendant que vous ne songez pas à elles, elles songent à vous. Et quand vous vous retournez, vous êtes étonné du chemin qu'elles ont fait. Mon père et M. Danglars ont servi ensemble en Espagne, mon père dans l'armée, M. Danglars dans les vivres. C'est là que mon père, ruiné par la Révolution, et M. Danglars, qui n'avait, lui, jamais eu de patrimoine, ont jeté les fondements. Mon père, de sa fortune politique et militaire, qui est belle, M. Danglars, de sa fortune politique et financière, qui est admirable. « Oui, en effet, dit Monte Cristo. Je crois que, pendant la visite que je lui ai faite, M. Danglars m'a parlé de cela. Et, continua-t-il en jetant un coup d'œil sur Lucien, qui feuilletait un album, et elle est jolie, mademoiselle Eugénie, car je crois me rappeler que c'est Eugénie qu'elle s'appelle. Fort jolie, ou plutôt fort belle, répondit Albert, mais d'une beauté que je n'apprécie pas. Je suis un indigne. Vous en parlez déjà comme si vous étiez son mari. Oh, fit Albert, en regardant autour de lui pour voir à son tour ce que faisait Lucien. Savez-vous, dit Monte Cristo en baissant la voix, que vous ne me paraissez pas enthousiaste de ce mariage ? Mademoiselle Danglars est trop riche pour moi, dit Morcerf. Cela m'épouvante. Bah, dit Monte Cristo, voilà une belle raison. N'êtes-vous pas riche vous-même ? Mon père a quelque chose comme une 50aine de 1000 livres de rente, et m'en donnera peut-être 10 ou 12 en me mariant. Le fait est que c'est modeste, dit le comte, à Paris surtout, mais tout n'est pas dans la fortune en ce monde, et c'est bien quelque chose aussi qu'un beau nom et une haute position sociale. Votre nom est célèbre, votre position magnifique, et puis le comte de Morcerf est un soldat, et l'on aime à voir s'allier cette intégrité de Bayard à la pauvreté de Duguesclin. Le désintéressement est le plus beau rayon de soleil auquel puisse reluire une noble épée. Moi, tout au contraire, je trouve cette union on ne peut plus sortable. Mademoiselle Danglars vous enrichira et vous l'anoblirez. Albert secoua la tête et demeura pensif. Il y a encore autre chose, dit-il. J'avoue, reprit Monte Cristo, que j'ai peine à comprendre cette répugnance pour une jeune fille riche et belle. Oh, mon Dieu,
dit Morcerf. Cette répugnance, si répugnance il y a, ne vient pas toute de mon côté. Mais de quel côté donc ? Car vous m'avez dit que votre père désirait ce mariage. Du côté de ma mère, et ma mère est un œil prudent et sûr. Eh bien, elle ne sourit pas à cette union. Elle a je ne sais quelle prévention contre les Danglars. Oh, dit le comte avec un ton un peu forcé, cela se conçoit. Madame la comtesse de Morcerf, qui est la distinction, l'aristocratie, la finesse en personne, hésite un peu à toucher une main roturière, épaisse et brutale. C'est naturel. Je ne sais si c'est cela, en effet, dit Albert. Mais ce que je sais, c'est qu'il me semble que ce mariage, s'il se fait, la rendra malheureuse. Déjà l'on devait s'assembler pour parler d'affaires il y a 6 semaines, mais j'ai été tellement pris de migraine. Réel ? Dit le comte en souriant. Oh, bien réel. La peur, sans doute. Que l'on a remis le rendez-vous à 2 mois. Rien ne presse, vous comprenez. Je n'ai pas encore 21 ans, et Eugénie n'en a que 17. Mais les 2 mois expirent la semaine prochaine. Il faudra s'exécuter. Vous ne pouvez vous imaginer, mon cher comte, combien je suis embarrassé. Ah, que vous êtes heureux d'être libre. Eh bien, mais soyez libre aussi. Qui vous en empêche ? Je vous le demande un peu. Oh, ce serait une trop grande déception pour mon père si je n'épouse pas mademoiselle Danglars. Épousez-la, alors, dit le comte, avec un singulier mouvement d'épaules. Oui, dit Morcerf, mais pour ma mère, ce ne sera pas de la déception, mais de la douleur. Alors, ne l'épousez pas, fit le comte. Je verrai, j'essaierai. Vous me donnerez un conseil, n'est-ce pas ? Et, s'il vous est possible, vous me tirerez de cet embarras. Oh, pour ne pas faire de peine à mon excellente mère, je me brouillerai avec le comte, je crois. Monte Cristo se détourna. Il semblait ému. Eh, dit-il à Debray, assis dans un fauteuil profond à l'extrémité du salon et qui tenait de la main droite un crayon et de la gauche un carnet. Que faites-vous donc ? Un croquis d'après le Poussin ? Moi ? dit-il tranquillement. Oh, bien oui, un croquis. J'aime trop la peinture pour cela. Non pas, je fais tout l'opposé de la peinture. Je fais des chiffres. Des chiffres ? Oui, je calcule. Cela vous regarde indirectement, vicomte. Je calcule ce que la maison Danglars a gagné sur la dernière hausse d'Haïti. De 206, le fonds est monté à 409 en 3 jours, et le prudent banquier avait acheté beaucoup à 206. Il a dû gagner 300 000 livres. Ce n'est pas son meilleur coup, dit Morcerf. N'a-t-il pas gagné 1 million cette année avec les bons d'Espagne ? Écoutez, mon cher, dit Lucien, voici monsieur le comte de Monte Cristo qui vous dira comme les Italiens « Danaro et santità, metà della metà ». Et c'est encore beaucoup. Aussi, quand on me fait de pareilles histoires, je hausse les épaules. Mais vous parliez d'Haïti, dit Monte Cristo. Oh, Haïti, c'est autre chose. Haïti, c'est l'écarté de l'agiotage français. On peut aimer la bouillotte, chérir le whist, raffoler du Boston, et se lasser cependant de tout cela. Mais on en revient toujours à l'écarté. C'est un hors-d'œuvre. Ainsi, M. Danglars a vendu hier à 406 et empoché 300 000 francs. S'il eût attendu à aujourd'hui, le fonds retombait à 205, et au lieu de gagner 300 000 francs, il en perdait 20 ou 25 000. Et pourquoi le fonds est-il retombé de 409 à 205 demanda Monte Cristo. Je vous demande pardon, je suis fort ignorant de toutes ces intrigues de bourse. Parce que, répondit en riant Albert, les nouvelles se suivent et ne se ressemblent pas. Ah, diable, fit le comte. Monsieur Danglars joue à gagner ou à perdre 300 000 francs en un jour. Ah ça, mais il est donc énormément riche. Ce n'est pas lui qui joue, s'écria vivement Lucien, c'est madame Danglars. Elle est véritablement intrépide. Mais vous qui êtes raisonnable, Lucien, et qui connaissez le peu de stabilité des nouvelles, puisque vous êtes à la source, vous devriez l'empêcher,
dit Morcerf avec un sourire. « Comment le pourrais-je, si son mari ne réussit pas ?» demanda Lucien. « Vous connaissez le caractère de la baronne, personne n'a d'influence sur elle, et elle ne fait absolument que ce qu'elle veut. »« Oh, si j'étais à votre place, dit Albert. »« Eh bien, je la guérirais, moi. Ce serait un service à rendre à son futur gendre. »« Comment cela ? » ?»« Ah, pardieu, c'est bien facile, je lui donnerai une leçon. »« Une leçon ? Oui, votre position de secrétaire du ministre vous donne une grande autorité pour les nouvelles. Vous n'ouvrez pas la bouche, que les agents de change ne sténographient au plus vite vos paroles. Faites-lui perdre 100 000 francs coup sur coup, et cela la rendra prudente. »« Je ne comprends pas, balbutia Lucien. »« C'est cependant limpide, répondit le jeune homme avec une naïveté qui n'avait rien d'affecté. Annoncez-lui un beau matin quelque chose d'inouï, une nouvelle télégraphique que vous seul puissiez savoir, que Henri IV, par exemple, a été vu hier chez Gabriel. Cela fera monter les fonds, elle établira son coup de bourse là-dessus, et elle perdra certainement lorsque Beauchamp écrira le lendemain dans son journal. C'est à tort que les gens bien informés prétendent que le roi Henri IV a été vu avant-hier chez Gabriel. Ce fait est complètement inexact. Le roi Henri IV n'a pas quitté le Pont-Neuf. Lucien se mit à rire du bout des lèvres. Monte Cristo, quoique indifférent en apparence, n'avait pas perdu un mot de cet entretien, et son œil perçant avait même cru lire un secret dans l'embarras du secrétaire intime. Il résulta de cet embarras de Lucien, qui avait complètement échappé à Albert, que Lucien abrégea sa visite. Il se sentait évidemment mal à l'aise. Le comte lui dit en le reconduisant quelques mots à voix basse auxquels il répondit. « Bien volontiers, monsieur le comte, j'accepte. » Le comte revint au jeune de Morcerf. « Ne pensez-vous pas, en y réfléchissant, lui dit-il, que vous avez eu tort de parler comme vous l'avez fait de votre belle-mère devant monsieur Debray ? » « Tenez, comte, dit Morcerf, je vous en prie, ne dites pas d'avance ce mot-là. »« Vraiment ? Et sans exagération, la comtesse est à ce point contraire à ce mariage ? » « À ce point que la baronne vient rarement à la maison et que ma mère, je crois, n'a pas été 2 fois dans sa vie chez madame Danglars. »« Alors, dit le comte, me voilà enhardi à vous parler à cœur ouvert. Monsieur Danglars est mon banquier. Monsieur de Villefort m'a comblé de politesse en remerciement d'un service qu'un heureux hasard m'a mis à même de lui rendre. Je devine sous tout cela une avalanche de dîners et de raouts. Or, pour ne pas paraître broché fastueusement sur le tout, et même pour avoir le mérite de prendre les devants, si vous voulez, j'ai projeté de réunir dans ma maison de campagne d'Auteuil monsieur et madame Danglars, monsieur et madame de Villefort. Si je vous invite à ce dîner, ainsi que monsieur le comte et madame la comtesse de Morcerf, cela n'aura-t-il pas l'air d'une espèce de rendez-vous matrimonial ? Ou du moins, madame la comtesse de Morcerf n'envisagera-t-elle point la chose ainsi, surtout si monsieur le baron Danglars me fait l'honneur d'amener sa fille ? Alors votre mère me prendra en horreur, et je ne veux aucunement de cela, moi. Je tiens, au contraire, et dites-le lui toutes les fois que l'occasion s'en présentera, à rester au mieux dans son esprit. »« Ma foi, comte, dit Morcerf, je vous remercie d'y mettre avec moi cette franchise, et j'accepte l'exclusion que vous me proposez. Vous dites que vous tenez à rester au mieux dans l'esprit de ma mère, où vous êtes déjà à merveille. »« Vous croyez ? » fit Monte Cristo avec intérêt. « Oh, j'en suis sûr. Quand vous nous avez quittés l'autre jour, nous avons causé 1 heure de vous, mais j'en reviens à ce que nous disions. Eh bien, si ma mère pouvait savoir cette attention de votre part, et je me hasarderais à la lui dire, je suis sûr qu'elle vous en serait on ne peut plus reconnaissante. Il est vrai que de son côté, mon père serait furieux. » Le comte se mit à rire. « Eh bien, dit-il à Morcerf, vous voilà prévenu. Mais j'y pense, il n'y aura pas que votre père qui sera furieux. Monsieur et madame Danglars vont me considérer comme un homme de fort mauvaise façon. Ils savent que je vous vois avec une certaine intimité, que vous êtes même ma plus ancienne connaissance parisienne, et ils ne vous trouveront pas chez moi. Ils me demanderont pourquoi je ne vous ai pas invité. Songez au moins à vous munir d'un engagement antérieur qui ait quelque apparence de probabilité, et dont vous me ferez part au moyen d'un petit mot. Vous le savez,
Avec les banquiers, les écrits sont seuls valables. Je ferai mieux que cela, monsieur le comte, dit Albert. Ma mère veut aller respirer l'air de la mer. À quel jour est fixé votre dîner? À samedi. Nous sommes à mardi. Bien. Demain soir, nous partons. Après-demain, nous serons au Tréport. Savez-vous, monsieur le comte, que vous êtes un homme charmant de mettre ainsi les gens à leur aise? Moi? En vérité, vous me tenez pour plus que je ne vaux. Je désire vous être agréable. Voilà tout. Quel jour avez-vous fait vos invitations? Aujourd'hui même. Bien, je cours chez monsieur Danglars. Je lui annonce que nous quittons Paris demain, ma mère et moi. Je ne vous ai pas vu. Par conséquent, je ne sais rien de votre dîner. Fou que vous êtes. Et monsieur Debray, qui vient de vous voir chez moi, lui. Ah, c'est juste. Au contraire, je vous ai vu et invité ici sans cérémonie, et vous m'avez tout naïvement répondu que vous ne pouviez pas être mon convive parce que vous partiez pour le Tréport. Eh bien, voilà qui est conclu. Mais vous, viendrez-vous voir ma mère avant demain? Avant demain, c'est difficile. Puis je tomberai au milieu de vos préparatifs de départ. Eh bien, faites mieux que cela. Vous n'étiez qu'un homme charmant, vous serez un homme adorable. Que faut-il que je fasse pour arriver à cette sublimité? Ce qu'il faut que vous fassiez? Je le demande. Vous êtes aujourd'hui libre comme l'air. Venez dîner avec moi. Nous serons en petit comité, vous, ma mère et moi seulement. Vous avez à peine aperçu ma mère, mais vous la verrez de près. C'est une femme fort remarquable, et je ne regrette qu'une chose, c'est que sa pareille n'existe pas avec 20 ans de moins. Il y aurait bientôt, je vous le jure, une comtesse et une vicomtesse de Morcerf. Quant à mon père, vous ne le trouverez pas. Il est de commission ce soir et dîne chez le grand référendaire. Venez, nous causerons voyage. Vous qui avez vu le monde tout entier, vous nous raconterez vos aventures. Vous nous direz l'histoire de cette belle grecque qui était l'autre soir avec vous à l'opéra, que vous appelez votre esclave et que vous traitez comme une princesse. Nous parlerons italien, espagnol. Voyons, acceptez. Ma mère vous remerciera. Mille grâces, dit le comte. L'invitation est des plus gracieuses, et je regrette vivement de ne pouvoir l'accepter. Je ne suis pas libre, comme vous le pensiez, et j'ai au contraire un rendez-vous des plus importants. Ah, prenez garde. Vous m'avez appris tout à l'heure comment, en fait de dîner, on se décharge d'une chose désagréable. Il me faut une preuve. Je ne suis heureusement pas banquier comme M. Danglars, mais je suis, je vous en préviens, aussi incrédule que lui. Aussi vais-je vous la donner, dit le comte. Et il sonna. Fit Morcerf, voilà déjà 2 fois que vous refusez de dîner avec ma mère. C'est un parti pris, comte. Monte Cristo tressaillit. Oh, vous ne le croyez pas, dit-il. D'ailleurs, voici ma preuve qui vient. Baptistin entra et se tint sur la porte debout et attendant. Je n'étais pas prévenu de votre visite, n'est-ce pas? Dame, vous êtes un homme si extraordinaire que je n'en répondrai pas. Je ne pouvais point deviner que vous m'inviteriez à dîner, au moins. Oh, quant à cela, c'est probable. Eh bien, écoutez, Baptistin. Que vous ai-je dit ce matin quand je vous ai appelé dans mon cabinet de travail? De faire fermer la porte de monsieur le comte une fois 5 heures sonnées. Ensuite? Oh, monsieur le comte, dit Albert. Non, non, je veux absolument me débarrasser de cette réputation mystérieuse que vous m'avez faite, mon cher vicomte. Il est trop difficile de jouer éternellement le Manfred. Je veux vivre dans une maison de verre. Ensuite, continuez, Baptistin. Ensuite, de ne recevoir que monsieur le major Bartolomeo Cavalcanti et son fils. Vous entendez? Monsieur le major Bartolomeo Cavalcanti, un homme de la plus vieille noblesse d'Italie, et dont Dante a pris la peine d'être le dosier. Vous vous rappelez, ou vous ne vous rappelez pas, dans le 10e chant de l'enfer. De plus, son fils, un charmant jeune homme de votre âge à peu près, vicomte, portant le même titre que vous, et qui fait son entrée dans le monde parisien avec les millions de son père. Le major m'amène ce soir son fils Andrea, le Contino, comme nous disons en Italie. Il me le confie. Je le pousserai s'il a quelque mérite.
Vous m'aiderez, n'est-ce pas ? Sans doute. C'est donc un ancien ami à vous que ce major Cavalcanti ? Demanda Albert. Pas du tout. C'est un digne seigneur, très poli, très modeste, très discret, comme il y en a une foule en Italie. Des descendants très descendus des vieilles familles. Je l'ai vu plusieurs fois, soit à Florence, soit à Bologne, soit à Lucques, et il m'a prévenu de son arrivée. Les connaissances de voyage sont exigeantes. Elles réclament de vous, en tout lieu, l'amitié qu'on leur a témoignée une fois par hasard, comme si l'homme civilisé, qui sait vivre une heure avec n'importe qui, n'avait pas toujours son arrière-pensée. Ce bon major Cavalcanti va revoir Paris, qu'il n'a vu qu'en passant sous l'Empire, en allant se faire geler à Moscou. Je lui donnerai un bon dîner, il me laissera son fils. Je lui promettrai de veiller sur lui. Je lui laisserai faire toutes les folies qu'il lui conviendra de faire, et nous serons quittes. À merveille, dit Albert, et je vois que vous êtes un précieux mentor. Adieu, donc. Nous serons de retour dimanche. À propos, j'ai reçu des nouvelles de Franz. Ah, vraiment, dit Monte Cristo. Et se plaît-il toujours en Italie ? Je pense que oui. Cependant, il vous y regrette. Il dit que vous étiez le soleil de Rome, et que sans vous, il y fait gris. Je ne sais même pas s'il ne va point jusqu'à dire qu'il y pleut. Il est donc revenu sur mon compte, votre ami Franz ? Au contraire, il persiste à vous croire fantastique au premier chef. Voilà pourquoi il vous regrette. Charmant jeune homme, dit Monte Cristo, et pour lequel je me suis senti une vive sympathie le premier soir où je l'ai vu cherchant un souper quelconque, et il a bien voulu accepter le mien. C'est, je crois, le fils du général d'Épinay. Justement, le même qui a été si misérablement assassiné en 1815. Par les bonapartistes. C'est cela, ma foi, je l'aime. N'y a-t-il pas pour lui aussi des projets de mariage ? Oui, il doit épouser mademoiselle de Villefort. C'est vrai ? Comme moi, je dois épouser mademoiselle Danglars, reprit Albert en riant. Vous riez ? Oui. Pourquoi riez-vous ? Je ris, parce qu'il me semble voir de ce côté-là autant de sympathie pour le mariage qu'il y en a d'un autre côté entre mademoiselle Danglars et moi. Mais vraiment, mon cher comte, nous causons de femmes comme les femmes causent d'hommes. C'est impardonnable. Albert se leva. Vous vous en allez ? La question est bonne. Il y a 2 heures que je vous assomme, et vous avez la politesse de me demander si je m'en vais. En vérité, comte, vous êtes l'homme le plus poli de la terre. Et vos domestiques, comme ils sont dressés, monsieur Baptistin surtout, je n'ai jamais pu en avoir un comme cela. Les miens semblent tous prendre exemple sur ceux du théâtre français, qui, justement, parce qu'ils n'ont qu'un mot à dire, viennent toujours le dire sur la rampe. Ainsi, si vous vous défaites de monsieur Baptistin, je vous demande la préférence. C'est dit, vicomte. Ce n'est pas tout, attendez. Faites bien mes compliments à votre discret Lucquois, au seigneur Cavalcante dei Cavalcanti. Et si par hasard il tenait à établir son fils, trouvez-lui une femme bien riche, bien noble, du chef de sa mère, du moins, et bien baronne du chef de son père. Je vous y aiderai, moi. Oh oh, répondit Monte Cristo, en vérité, vous en êtes là ? Oui, ma foi, il ne faut jurer de rien. Ah, comte, s'écria Morcerf, quel service vous me rendriez, et comme je vous aimerais 100 fois davantage encore si, grâce à vous, je restais garçon, ne fût-ce que 10 ans. Tout est possible, répondit gravement Monte Cristo. Et prenant congé d'Albert, il entra chez lui et frappa 3 fois sur son timbre. Bertuccio parut. « Monsieur Bertuccio, dit-il, vous saurez que je reçois samedi dans ma maison d'Auteuil. » Bertuccio eut un léger frisson. « Bien, monsieur, dit-il. »« J'ai besoin de vous, continua le comte, pour que tout soit préparé convenablement. Cette maison est fort belle, ou du moins peut-être fort belle. Il faudrait tout changer pour en arriver là, monsieur le comte, car les tentures ont vieilli. Changez donc tout, à l'exception d'une seule, celle de la chambre à coucher de Damas rouge. Vous la laisserez même absolument telle qu'elle est. » Bertuccio s'inclina. « Vous ne toucherez pas au jardin non plus. Mais de la cour, par exemple,
Faites-en tout ce que vous voudrez. Il me sera même agréable qu'on ne la puisse pas reconnaître. Je ferai tout mon possible pour que monsieur le comte soit content. Je serais plus rassuré cependant si monsieur le comte me voulait dire ses intentions pour le dîner. En vérité, mon cher monsieur Bertocchio, dit le comte, depuis que vous êtes à Paris, je vous trouve dépaysé, trembleur. Mais vous ne me connaissez donc plus? Mais enfin, son Excellence pourrait me dire qui elle reçoit. Je n'en sais rien encore, et vous n'avez pas besoin de le savoir non plus. Lucullus dîne chez Lucullus, voilà tout. Bertuccio s'inclina et sortit. Chapitre 55. Le major Cavalcanti. Ni le comte ni Baptistin n'avaient menti en annonçant à Morcerf cette visite du major Lucquois qui servait à Monte Cristo de prétexte pour refuser le dîner qui lui était offert. 7 heures venaient de sonner et M. Bertuccio, selon l'ordre qu'il en avait reçu, était parti depuis 2 heures pour Auteuil, lorsqu'un fiacre s'arrêta à la porte de l'hôtel et sembla s'enfuir tout honteux aussitôt qu'il eut déposé près de la grille un homme de 52 ans environ, vêtu d'une de ces redingotes vertes à brandebourgs noirs dont l'espèce est impérissable, à ce qu'il paraît, en Europe. Un large pantalon de drap bleu, une botte encore assez propre, quoique d'un vernis incertain et un peu trop épaisse de semelle, des gants de daim, un chapeau se rapprochant pour la forme d'un chapeau de gendarme, un col noir brodé d'un liseré blanc, qui, si son propriétaire ne l'eût porté de sa pleine et entière volonté, eût pu passer pour un carcan. Tel était le costume pittoresque sous lequel se présenta le personnage qui sonna à la grille en demandant si ce n'était point au numéro 30 de l'avenue des Champs-Élysées que demeurait monsieur le comte de Monte Cristo, et qui, sur la réponse affirmative du concierge, entra, ferma la porte derrière lui et se dirigea vers le perron. La tête petite et anguleuse de cet homme, ses cheveux blanchissants, sa moustache épaisse et grise, le firent reconnaître par Baptistin, qui avait l'exact signalement du visiteur et qui l'attendait au bas du vestibule. Aussi, à peine eut-il prononcé son nom devant le serviteur intelligent que Monte Cristo était prévenu de son arrivée. On introduisit l'étranger dans le salon le plus simple. Le comte l'y attendait et alla au-devant de lui d'un air riant. « Ah, cher monsieur, dit-il, soyez le bienvenu. Je vous attendais. »« Vraiment, dit le Lucquois, votre Excellence m'attendait ? » ?»« Oui, j'avais été prévenu de votre arrivée pour aujourd'hui à 7 heures. »« De mon arrivée ? Ainsi vous étiez prévenu ? » ?»« Parfaitement. »« Ah, tant mieux. Je craignais, je l'avoue, que l'on eût oublié cette petite précaution. »« Laquelle ? » ?»« De vous prévenir. »« Oh, non pas. Mais vous êtes sûr de ne pas vous tromper ? » ?»« J'en suis sûr. »« C'est bien moi que votre Excellence attendait aujourd'hui à 7 heures ? » ?»« C'est bien vous. D'ailleurs, vérifions. »« Oh, si vous m'attendiez, dit le Lucquois, ce n'est pas la peine. »« Si fait, dit Monte Cristo. Le Lucquois parut légèrement inquiet. « Voyons, dit Monte Cristo, n'êtes-vous pas monsieur le marquis Bartolomeo Cavalcanti ?»« Bartolomeo Cavalcanti, répéta le Lucquois joyeux. C'est bien cela. Ex-major au service d'Autriche ? Était-ce major que j'étais ? Demanda timidement le vieux militaire. Oui, dit Monte Cristo, c'était major. C'est le nom que l'on donne en France au grade que vous occupiez en Italie. Bon, dit le Lucquois, je ne demande pas mieux, moi, vous comprenez. D'ailleurs, vous ne venez pas ici de votre propre mouvement, reprit Monte Cristo. Oh, bien certainement. Vous m'êtes adressé par quelqu'un. Oui. Par cet excellent abbé Busoni ? C'est cela, s'écria le major joyeux. Et vous avez une lettre ? La voilà. Et, pardieu, vous voyez bien. Donnez donc. Et Monte Cristo prit la lettre, qu'il ouvrit et qu'il lut. Le major regardait le comte avec de gros yeux étonnés qui se portaient curieusement sur chaque partie de l'appartement, mais qui revenaient invariablement à son propriétaire. C'est bien cela. Ce cher abbé. Le major Cavalcanti,
un digne praticien de Lucques, descendant des Cavalcanti de Florence, continua Monte Cristo tout en lisant, jouissant d'une fortune d'1 demi-million de revenus. Monte Cristo leva les yeux de dessus le papier et salua. D'1 demi-million, dit-il. Peste, mon cher monsieur Cavalcanti. Y a-t-il 1 demi-million demanda le Lucquois. En toutes lettres. Et cela doit être. L'abbé Busoni est l'homme qui connaît le mieux toutes les grandes fortunes de l'Europe. Va pour 1 demi-million, dit le Lucquois, mais, ma parole d'honneur, je ne croyais pas que cela montât si haut. Parce que vous avez un intendant qui vous vole. Que voulez-vous, cher monsieur Cavalcanti? Il faut bien passer par là. Vous venez de m'éclairer, dit gravement le Lucquois. Je mettrai le drôle à la porte. Monte Cristo continua. Et auquel il ne manquerait qu'une chose pour être heureux. Oh mon Dieu, oui, une seule, dit le Lucquois avec un soupir. De retrouver un fils adoré. Un fils adoré, enlevé dans sa jeunesse, soit par un ennemi de sa noble famille, soit par des bohémiens. À l'âge de 5 ans, monsieur, dit le Lucquois avec un profond soupir et en levant les yeux au ciel. Pauvre père, dit Monte Cristo. Le comte continua. Je lui rends l'espoir, je lui rends la vie, monsieur le comte, en lui annonçant que ce fils, que depuis 15 ans il cherche vainement, vous pouvez le lui faire retrouver. Le Lucquois regarda Monte Cristo avec une indéfinissable expression d'inquiétude. Je le puis, répondit Monte Cristo. Le major se redressa. Ah ah, dit-il, la lettre était donc vraie jusqu'au bout. En aviez-vous douté, cher monsieur Bartholoméo? Non pas, jamais. Comment donc? Un homme grave, un homme revêtu d'un caractère religieux comme l'abbé Busoni ne se serait pas permis une plaisanterie pareille. Mais vous n'avez pas tout lu, Excellence. Ah, c'est vrai, dit Monte Cristo, il y a un post-scriptum. Oui, répéta le Lucquois, il y a un post-scriptum. Pour ne point causer au major Cavalcanti l'embarras de déplacer des fonds chez son banquier, je lui envoie une traite de 2000 francs pour ses frais de voyage et le crédit sur vous de la somme de 48 000 francs que vous restez me redevoir. Le major suivit des yeux ce post-scriptum avec une visible anxiété. Bon, se contenta de dire le comte. Il a dit bon, murmura le Lucquois. Ainsi, monsieur, reprit-il. Ainsi, demanda Monte Cristo. Ainsi, le post-scriptum. Eh bien, le post-scriptum est accueilli par vous aussi favorablement que le reste de la lettre? Certainement. Nous sommes en compte, l'abbé Busoni et moi. Je ne sais pas si c'est 48 000 livres, précisément, que je reste lui redevoir. Nous n'en sommes pas entre nous à quelques billets de banque. Ah ça, vous attachiez donc une si grande importance à ce post-scriptum, cher monsieur Cavalcanti? Je vous avouerai, répondit le Lucquois, que, plein de confiance dans la signature de l'abbé Busoni, je ne m'étais pas muni d'autres fonds, de sorte que si cette ressource m'eût manqué, je me serais trouvé fort embarrassé à Paris. Est-ce qu'un homme comme vous est embarrassé quelque part? Dit Monte Cristo. Allons donc. Dame, ne connaissant personne, fit le Lucquois. Mais on vous connaît, vous? Oui, l'on me connaît, de sorte que... Achevez, cher monsieur Cavalcanti. De sorte que vous me remettrez ces 48 000 livres? À votre première réquisition. Le major roulait de gros yeux ébahis. Mais asseyez-vous donc, dit Monte Cristo. En vérité, je ne sais ce que je fais. Je vous tiens debout depuis un quart d'heure. Ne faites pas attention. Le major tira un fauteuil et s'assit. Maintenant, dit le comte, voulez-vous prendre quelque chose? Un verre de Xérès, de Porto, d'Alicante? D'Alicante, puisque vous le voulez bien, c'est mon vin de prédilection. J'en ai d'excellents. Avec un biscuit, n'est-ce pas? Avec un biscuit, puisque vous m'y forcez. Monte Cristo sonna. Baptistin parut. Le comte s'avança vers lui. Eh bien, demanda-t-il tout bas.
Le jeune homme est là, répondit le valet de chambre sur le même ton. Bien. Où l'avez-vous fait entrer? Dans le salon bleu, comme l'avait ordonné son Excellence. À merveille. Apportez du vin d'Alicante et des biscuits. Baptistin sortit. En vérité, dit le Lucquois, je vous donne une peine qui me remplit de confusion. Allons donc, dit Monte Cristo. Baptistin rentra avec les verres, le vin et les biscuits. Le comte emplit un verre et versa dans le second quelques gouttes seulement du rubis liquide que contenait la bouteille, toute couverte de toiles d'araignée et de tous les autres signes qui indiquent la vieillesse du vin bien plus sûrement que ne le font les rides pour l'homme. Le major ne se trompa point au partage. Il prit le verre plein et un biscuit. Le comte ordonna à Baptistin de poser le plateau à la portée de la main de son hôte, qui commença par goûter l'Alicante du bout de ses lèvres, fit une grimace de satisfaction et introduisit délicatement le biscuit dans le verre. « Ainsi, monsieur, dit Monte Cristo, vous habitiez Lucques, vous étiez riche, vous êtes noble, vous jouissiez de la considération générale, vous aviez tout ce qui peut rendre un homme heureux. »« Tout, Excellence, dit le major en engloutissant son biscuit. Tout, absolument. Et il ne manquait qu'une chose à votre bonheur? Qu'une seule, dit le Lucquois. C'était de retrouver votre enfant. Ah, fit le major en prenant un second biscuit, mais aussi cela me manquait bien. Le digne Lucquois leva les yeux et tenta un effort pour soupirer. Maintenant, voyons, cher monsieur Cavalcanti, dit Monte Cristo, qu'était-ce que ce fils tant regretté? Car on m'avait dit, à moi, que vous étiez resté célibataire. On le croyait, monsieur, dit le major, et moi-même. Oui, reprit Monte Cristo, et vous-même aviez accrédité ce bruit, un péché de jeunesse que vous vouliez cacher à tous les yeux. Le Lucquois se redressa, prit son air le plus calme et le plus digne, en même temps qu'il baissait modestement les yeux, soit pour assurer sa contenance, soit pour aider à son imagination, tout en regardant en dessous le comte dont le sourire stéréotypé sur les lèvres annonçait toujours la même bienveillante curiosité. « Oui, monsieur, dit-il, je voulais cacher cette faute à tous les yeux. »« Pas pour vous, dit Monte Cristo, car un homme est au-dessus de ces choses-là. »« Oh non, pas pour moi, certainement, dit le major avec un sourire et en hochant la tête. »« Mais pour sa mère, dit le comte. »« Pour sa mère, s'écria le Lucquois en prenant un troisième biscuit. Pour sa pauvre mère. »« Buvez donc, cher monsieur Cavalcanti, dit Monte Cristo en versant au Lucquois un second verre d'Alicante. L'émotion vous étouffe. »« Pour sa pauvre mère, murmura le Lucquois en essayant si la puissance de la volonté ne pourrait pas, en agissant sur la glande lacrymale, mouiller le coin de son œil d'une fausse larme. Qui appartenait à l'une des premières familles d'Italie, je crois. Patricienne de Fiesole, monsieur le comte, patricienne de Fiesole. Et se nommant? Vous désirez savoir son nom? Oh mon Dieu, dit Monte Cristo, c'est inutile que vous me le disiez. Je le connais. Monsieur le comte sait tout, dit le Lucquois en s'inclinant. Olivia Corsinari, n'est-ce pas? Olivia Corsinari. Marquise? Marquise. Et vous avez fini par l'épouser cependant, malgré les oppositions de la famille? Mon Dieu, oui, j'ai fini par là. Et, reprit Monte Cristo, vous apportez vos papiers bien en règle. Quels papiers? Demanda le Lucquois. Mais votre acte de mariage avec Olivia Corsinari et l'acte de naissance de l'enfant. L'acte de naissance de l'enfant? L'acte de naissance d'Andrea Cavalcanti, de votre fils. Ne s'appelle-t-il pas Andrea? Je crois que oui, dit le Lucquois. Comment, vous le croyez? Dame, je n'ose pas affirmer, il y a si longtemps qu'il est perdu. C'est juste, dit Monte Cristo. Enfin, vous avez tous ces papiers. Monsieur le comte, c'est avec regret que je vous annonce que, n'étant pas prévenu de me munir de ces pièces,
j'ai négligé de les prendre avec moi. »« Ah, diable !» fit Monte Cristo. « Était-elle donc tout à fait nécessaire ? » ?»« Indispensable !» Lucquois se gratta le front. « Ah, père Bacot !» dit-il, « indispensable !»« Sans doute, si l'on allait élever ici quelques doutes sur la validité de votre mariage, sur la légitimité de votre enfant. »« C'est juste, » dit le Lucquois, « on pourrait élever des doutes. Ce serait fâcheux pour ce jeune homme. Ce serait fatal. Cela pourrait lui faire manquer quelque magnifique mariage. Oh, peccato ! En France, vous comprenez, on est sévère. Il ne suffit pas, comme en Italie, d'aller trouver un prêtre et de lui dire « Nous nous aimons. Unissez-nous. » Il y a mariage civil en France. Et pour se marier civilement, il faut des pièces qui constatent l'identité. Voilà le malheur. Ces papiers, je ne les ai pas. « Heureusement que je les ai, moi, » dit Monte Cristo. « Vous ? » ?»« Oui. »« Vous les avez ? » ?»« Je les ai. »« Ah, par exemple, » dit le Lucquois, qui, voyant le but de son voyage manqué par l'absence de ses papiers, craignait que cet oubli n'amenât quelque difficulté au sujet des 48 000 livres. « Ah, par exemple, voilà un bonheur. »« Oui, reprit-il, voilà un bonheur, car je n'y eusse pas songé, moi. »« Pardieu, je crois bien. On ne songe pas à tout. Mais heureusement, l'abbé Busoni y a songé pour vous. » « Voyez-vous, ce cher abbé. »« C'est un homme de précaution. C'est un homme admirable, » dit le Lucquois. « Et il vous les a envoyés ? » ?»« Les voici. » Le Lucquois joignit les mains en signe d'admiration. « Vous avez épousé Olivia Corsinari dans l'église de Saint-Paul de Monte Catini. Voici le certificat du prêtre. »« Oui, ma foi, le voilà, » dit le major en le regardant avec étonnement. « Et voici l'acte de baptême d'Andrea Cavalcanti, délivré par le curé de Saravezza. »« Tout est en règle, » dit le major. « Alors prenez ces papiers, dont je n'ai que faire, vous les donnerez à votre fils, qui les gardera soigneusement. »« Je le crois bien. S'il les perdait... »« Eh bien, s'il les perdait, » demanda Monte Cristo. « Eh bien, » reprit le Lucquois, « on serait obligé d'écrire là-bas, et ce serait fort long de s'en procurer d'autres. »« En effet, ce serait difficile, » dit Monte Cristo. « Presque impossible, » répondit le Lucquois. « Je suis bien aise que vous compreniez la valeur de ces papiers. »« C'est-à-dire que je les regarde comme impayables. »« Maintenant, » dit Monte Cristo, « quant à la mère du jeune homme... » « Quant à la mère du jeune homme, » répéta le major avec inquiétude. « Quant à la marquise Corsinari... »« Mon Dieu, » dit le Lucquois, sous les pas duquel les difficultés semblaient naître. « Est-ce qu'on aurait besoin d'elle ?»« Non, monsieur, » reprit Monte Cristo. « D'ailleurs, n'a-t-elle point... »« Si fait, dit le major, elle a. Payé son tribut à la nature ? » « Hélas, oui, » dit vivement le Lucquois. « J'ai su cela, » reprit Monte Cristo. « Elle est morte il y a 10 ans. »« Et je pleure encore sa mort, monsieur, » dit le major en tirant de sa poche un mouchoir à carreaux et en s'essuyant alternativement d'abord l'œil gauche et ensuite l'œil droit. « Que voulez-vous ? dit Monte Cristo. « Nous sommes tous mortels. Maintenant, vous comprenez, cher monsieur Cavalcanti, vous comprenez qu'il est inutile qu'on sache en France que vous êtes séparé de votre fils depuis 15 ans. Toutes ces histoires de bohémiens qui enlèvent les enfants n'ont pas de vogue chez nous. Vous l'avez envoyé faire son éducation dans un collège de province, et vous voulez qu'il achève cette éducation dans le monde parisien. Voilà pourquoi vous avez quitté Via Reggio, que vous habitiez depuis la mort de votre femme. Cela suffira. » « Vous croyez ? » ?»« Certainement. » « Très bien, alors. Si l'on apprenait quelque chose de cette séparation... Ah oui, que dirais-je ? Qu'un précepteur infidèle, vendu aux ennemis de votre famille... Aux Corsinari ? Certainement. Avait enlevé cet enfant pour que votre nom s'éteignît. C'est juste, puisqu'il est fils unique. Eh bien, maintenant que tout est arrêté, que vos souvenirs, remis à neuf, ne vous trahiront pas,
vous avez deviné sans doute que je vous ai ménagé une surprise. » « Agréable ?» demanda le Lucquois. « Ah » dit Monte Cristo, « je vois bien qu'on ne trompe pas plus l'œil que le cœur d'un père. »« fit le major. « On vous a fait quelques révélations indiscrètes, ou plutôt vous avez deviné qu'il était là. »« Qui, là ?»« Votre enfant, votre fils, votre Andrea. »« Je l'ai deviné, » répondit le Lucquois avec le plus grand flegme du monde. « Ainsi, il est ici ?»« Ici même, » dit Monte Cristo. « En entrant tout à l'heure, le valet de chambre m'a prévenu de son arrivée. »« Ah, fort bien, ah, fort bien !» dit le major en resserrant à chaque exclamation les brandebourgs de sa polonaise. « Mon cher monsieur, » dit Monte Cristo, « je comprends toute votre émotion. Il faut vous donner le temps de vous remettre. Je veux aussi préparer le jeune homme à cette entrevue tant désirée, car je présume qu'il n'est pas moins impatient que vous. »« Je le crois, » dit Cavalcanti. « Eh bien, dans un petit quart d'heure, nous sommes à vous. »« Vous me l'amenez donc ? Vous poussez donc la bonté jusqu'à me le présenter vous-même ? » ?»« Non, je ne veux point me placer entre un père et son fils. Vous serez seul, monsieur le major. Mais soyez tranquille, au cas même où la voix du sang resterait muette, il n'y aurait pas à vous tromper. Il entrera par cette porte. C'est un beau jeune homme blond, un peu trop blond peut-être, de manière toute prévenante. Vous verrez. « À propos, » dit le major, « vous savez que je n'ai emporté avec moi que les 2000 francs que ce bon abbé Busoni m'avait fait passer. Là-dessus, j'ai fait le voyage et vous avez besoin d'argent. C'est trop juste, cher monsieur Cavalcanti. Tenez, voici pour faire un compte, 8 billets de 1000 francs. » Les yeux du major brillèrent comme des escarboucles. « C'est 40 000 francs que je vous redois, » dit Monte Cristo. « Votre Excellence veut-elle un reçu ?» dit le major en glissant les billets dans la poche intérieure de sa polonaise. « À quoi bon ?» dit le comte. « Mais pour vous décharger vis-à-vis de l'abbé Busoni. »« Eh bien, vous me donnerez un reçu général en touchant les 40 derniers 1000 francs. » Entre honnêtes gens, de pareilles précautions sont inutiles. « Oh oui, c'est vrai, » dit le major, « entre honnêtes gens. Maintenant, un dernier mot, marquis. Dites. Vous permettez une petite recommandation, n'est-ce pas ? Comment donc, je la demande ? Il n'y aurait pas de mal que vous quittassiez cette polonaise. Vraiment, dit le major en regardant le vêtement avec une certaine complaisance. Oui, cela se porte encore à Viareggio, mais à Paris, il y a déjà longtemps que ce costume, quelque élégant qu'il soit, a passé de mode. C'est fâcheux, dit le Lucquois. Oh, si vous y tenez, vous le reprendrez en vous en allant. Mais que mettrai-je ? Ce que vous trouverez dans vos malles. Comment ? Dans mes malles ? Je n'ai qu'un porte-manteau. Avec vous, sans doute. À quoi bon s'embarrasser ? D'ailleurs, un vieux soldat aime à marcher en leste équipage. Voilà justement pourquoi. Mais vous êtes homme de précaution, et vous avez envoyé vos malles en avant. Elles sont arrivées hier à l'Hôtel des Princes, rue Richelieu. C'est là que vous avez retenu votre logement. Alors, dans ces malles, je présume que vous avez eu la précaution de faire enfermer par votre valet de chambre tout ce qu'il vous faut. Habits de ville, habits d'uniforme. Dans les grandes circonstances, vous mettrez l'habit d'uniforme, cela fait bien. N'oubliez pas votre croix. On s'en moque encore en France, mais on en porte toujours. Très bien, très bien, très bien, dit le major, qui marchait d'éblouissement en éblouissement. Et maintenant, dit Monte Cristo, que votre cœur est affermi contre les émotions trop vives, préparez-vous, cher monsieur Cavalcanti, à revoir votre fils Andrea. Et, faisant un charmant salut au Lucquois, ravi, en extase, Monte Cristo disparut derrière la tapisserie. Fin du tome 2.